Le maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage, on va commencer par lui, est en fait votre client. C'est-à-dire lorsque vous contractez, vous avez et vous livrez un ouvrage à un client. Donc en gros, et pour schématiser, le maître de l'ouvrage est votre client. Le maître d'œuvre, et là en général on s'inscrit dans des chantiers d'un peu plus grande importance, c'est en général un architecte, en tous les cas effectivement une société de maîtrise d'œuvre qui dispose qui va la plupart du temps assurer la conception, l'exécution, voire la coordination du chantier entre les différents corps de métier et les différentes entreprises. Et il peut constituer ou non, suivant les cas et suivant les marchés, un mandataire du maître de l'ouvrage. Tout dépend de l'économie de la relation contractuelle, raison pour laquelle il faut très bien l'encadrer. Voilà pour le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage. Je crois que vous me posez la question du sous-traitant. Oui. Alors le sous-traitant intervient en tant que, effectivement, alors on va dire, le maître de l'ouvrage contracte avec une entreprise qui est l'entreprise générale et qui assume effectivement une certaine mission qu'elle peut ensuite, pour partie, on va dire, plus étroite ou plus large, déléguer à un sous-traitant, c'est-à-dire quelqu'un qui intervient pour une partie de l'ouvrage qui va être réalisé. Et donc du coup, effectivement, qui rentre dans une relation contractuelle avec l'entreprise générale et non pas avec le maître de l'ouvrage, même si la loi de 1975 lui octroie certaines garanties de paiement vis-à-vis du maître de l'ouvrage notamment. Alors, vous parlez de sous-traitance aujourd'hui, on va y revenir tout à l'heure, mais il y a une question qui me vient du coup, puisque vous me tendez la perche. Par rapport à la sous-traitance, est-ce que la sous-traitance peut être totale? Alors, tout est possible. Deuxième piège. Voilà, deuxième piège. Tout est possible. Il faut voir ensuite comment c'est traité par les tribunaux. C'est-à-dire que si vous, entreprise générale, vous soumettez un devis à un client et vous vous engagez donc à réaliser un ouvrage, vous allez devoir souscrire les assurances afférentes et fournir un certain nombre de garanties sur lesquelles on viendra peut-être. Et si vous décidez de déléguer en totalité la réalisation de ces missions, vous avez un sous-traitant qui en fait est un faux sous-traitant, mais avec lequel il faut effectivement s'assurer du règlement et effectivement qu'il faut encadrer de façon très spécifique. C'est certainement pas intéressant pour le sous-traitant parce que le sous-traitant, et c'est un élément très important, est tenu dans la totalité des cas et au terme de la jurisprudence constante d'une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il est à l'égard de l'entreprise générale avec laquelle il est tenu effectivement d'accomplir le résultat, tout le résultat et rien que le résultat dans les délais impartis. D'accord. Je crois qu'il y a juste, après je vous embête plus là-dessus, il y a juste une différence entre marché public et marché privé par rapport à la sous-traitance totale. Je crois qu'en oui. Marché public, c'est pas faisable. Ah ben non, mais de toute façon, même en termes de marché privé, on peut, on va dire, confier l'intégralité de la mission dont on est responsable à un sous-traitant, mais ça n'empêche qu'on reste responsable à l'égard du maître de l'ouvrage, quoi qu'il arrive. Et en matière de marché public, effectivement, en général, c'est prohibé, mais les marchés publics, en général, prévoient, effectivement, encadrent vraiment très précisément la sous-traitance, prévoient notamment, en général, un agrément par le maître de l'ouvrage des sous-traitants, et lorsqu'on n'est pas sous-traitant agréé, on est bien sûr beaucoup moins protégé. D'accord. Alors, je vous propose d'y revenir tout à l'heure parce que c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de questions en tous les cas au quotidien. Alors revenons un petit peu donc sur je dirais le cadre du marché privé et son contenu. Finalement, qu'est-ce qui est important dans le cadre du marché privé ? Alors, on part du principe dans notre hypothèse que ce fameux marché est un contrat que l'on négocie entre les parties. C'est-à-dire qu'on rédige un écrit, ce qui n'est pas toujours le cas. Et vous le savez, parfois dans la pratique, on est tenté de faire un devis, d'accepter, et puis de faire accepter ce devis. On est déjà dans un marché dans ce cas-là. Mais alors, c'est un marché qui, pour les professionnels, va être plus compliqué à cerner et plus compliqué, effectivement, à encadrer. Mais si, effectivement, on est dans le cadre, en général, pour les chantiers d'importance, d'un marché, d'un contrat, en fait, que l'on rédige et d'un marché en bonne et due forme. En général, la pratique veut qu'on fonctionne un petit peu comme dans les marchés publics, c'est-à-dire qu'on a un acte d'engagement qui comporte effectivement les obligations spécifiques de l'entreprise. On a également, et qui fait référence, en général, qui liste les pièces du marché, et qui fait référence à encore des noms barbares, un CCAG, un CCAP, un CCTP, et un CCTG, voilà, qui en gros effectivement regroupe les clauses du contrat qui sont des clauses administratives, donc qui intéressent effectivement la relation juridique qui va encadrer les parties. Donc il y a les générales et il y a les particulières suivant ce qui est négocié, et puis les clauses techniques qui là intéressent bien sûr beaucoup plus effectivement les entreprises et les praticiens, c'est-à-dire effectivement qui va définir les volumes, enfin qui va définir toutes les modalités pratiques, on va dire, d'exécution du marché. Alors j'ai une question justement pratique par rapport à ça. Moi je suis un chef d'entreprise, je signe
mon marché d'entreprise. Et puis, j'ai pas signé là le CC machin, enfin, des trucs barbares là. Mais j'ai signé par contre l'acte d'engagement. Est-ce que je suis tenue finalement de toutes ces annexes? Alors ça, dans quel cadre? C'est une question extrêmement fréquente et qui se plaide, on va dire, quotidiennement devant les juridictions. La réponse schématique à cette question, c'est que si vous avez signé un acte d'engagement qui fait référence à un CCAG ou à un CCTP que vous n'avez pas vu, mais si vous avez signé, avoir pris connaissance de ces pièces, vous êtes bien sûr réputé avoir effectivement signé, pris connaissance et exécuté ces obligations. Et donc vous êtes tenu par ces obligations en tant que professionnel. À la grosse différence, par exemple, effectivement, de certaines législations protectrices des consommateurs qui permettent, elles, même en cas de mention d'un renvoi, de passer outre en disant il y a des clauses abusives, etc. Il faut rappeler à vos adhérents qu'en matière, effectivement, là, de marché, on est totalement libre, on est entre guillemets, personne morale indépendante et rompue, on va dire, aux relations d'affaires, présumé connaître tous les pièges qui peuvent figurer dans les marchés qu'on leur soumet. Et donc, effectivement, il est très difficile de se soustraire aux obligations qui figurent en tout petit, en clause XX du CCAG dont on n'a pas forcément pris connaissance. Là, vous êtes dans le cadre de la relation idéale, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais je n'ai que des relations idéales. Bien sûr, c'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs. Donc, ok, donc ça c'était par rapport au contenu. Par rapport au prix notamment, il y a aussi des questions qui reviennent régulièrement. Alors, est-ce qu'on peut faire différentes choses justement par rapport au prix? Est-ce qu'on peut envisager un prix forfaitaire, un prix linéaire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire finalement? Alors il y a deux grandes catégories et ça c'est aussi un élément très important de marché. J'ai remarqué. Voilà, qui sont vraiment déterminantes. Vous avez deux types de marchés, soit un marché au forfait, soit un marché au mètré. C'est-à-dire que l'hypothèse du marché au mètré qui est, on va dire, la plus facile, c'est-à-dire que l'entreprise va effectivement dire bon ben voilà, moi je fais telle et telle prestation pour ce prix-là, et puis si on dépasse, eh ben, ce sera ce prix-là, et si on est un peu en dessous, ce sera ce prix-là. Donc là, on est dans l'hypothèse d'un marché au mètré où on a effectivement très facilement des dépassements et on est lié effectivement à une mission qu'on chiffre et qu'on définit par rapport à un volume qui nous est donné par le maître de l'ouvrage. À la différence du marché au forfait, qui là effectivement est très, on va dire, astreignant par l'entreprise parce qu'elle va chiffrer d'emblée une mission. Et il faut d'ailleurs qu'elle s'assure très précisément des contours de cette mission, de l'ampleur de cette mission, parce qu'elle s'engage pour une mission pour un prix global et forfaitaire, sans décomposition. C'est-à-dire que le maître de l'ouvrage pourra lui dire si en milieu de chantier on s'aperçoit que finalement il y a 3 fois plus de travail à fournir, le prix sera fixe. Et le code prévoit de façon très claire que, sauf un bouleversement général de l'économie du marché, ce qui quand même est rarement retenu par la jurisprudence, il n'y a pas de possibilité de déroger à ce prix et c'est l'entreprise qui assume l'aléa. Dans ce cas-là, d'une mauvaise appréciation, par exemple, des coûts qu'elle a effectués. J'imagine, par exemple, parce que dans la pratique, ça se trouve, on a mal apprécié, par exemple, les frais de déplacement, les débours. On ne peut plus revenir sur un marché forfaitaire. La jurisprudence est très claire là-dessus. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important, je pense, qui est à noter. Ensuite, j'irai dans le cadre des délais, parce que c'est ce qui revient le plus fréquemment en termes de contentieux, le respect ou le non-respect des délais. Est-ce qu'on peut faire intervenir une entreprise tierce lorsqu'il y a un abandon pur et simple du chantier? Enfin, il y a un certain nombre de choses autour, je dirais, de cette problématique-là qui remontent fréquemment à la surface. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Sur les incidents d'exécution du chantier en tant que tel. Alors effectivement, idéalement, dans le monde idéal où je vis, ou presque, il faudrait effectivement profiter de ce marché. Bien sûr, Vanessa, bien sûr, vous le vivez au quotidien avec vos adhérents. Il faudrait effectivement pouvoir encadrer et prévoir tous les incidents qui peuvent se produire. C'est malheureusement pas possible parce que chacun a sa problématique particulière et chaque chantier, chaque corps de métier a bien sûr un type d'hypothèse très, très spécifique. Les problèmes d'abandon de chantier se rencontrent, et ça sont une constante assez fréquemment. Alors en général, c'est dans l'hypothèse qu'on évoquait tout à l'heure, l'entreprise vient, alors là je me place du côté du maître de l'ouvrage, puisque effectivement c'est plus problématique à ce niveau-là, l'entreprise réalise qu'en fait elle n'arrivera pas à terminer soit dans les délais ou que finalement le coût est beaucoup trop bas par rapport aux prestations qu'on lui demande et décide soudainement ou pas, d'ailleurs en prévenant ou pas d'autre part, d'abandonner le chantier. Bon. Alors dans ce cas-là, effectivement, lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire, on dispose d'une possibilité d'obtenir effectivement, après une mise en demeure régulière
et bon, c'est encadré dans le marché, d'obtenir judiciairement, mais ça il faut le faire en principe avant, l'autorisation de faire procéder à l'achèvement des travaux par effectivement une entreprise tierce aux frais de l'entreprise initialement mandatée. Donc, si vous êtes le maître de l'ouvrage, c'est une possibilité, sachez-le. Si vous êtes l'entreprise concernée, n'abandonnez pas un chantier sans effectivement faire constater l'état du chantier et sans l'encadrer, c'est-à-dire en faisant acter effectivement et en étant sûr d'être dans votre bon droit. Faute de quoi effectivement vous risquez et vous exposez à des pénalités retard ou aux indemnisations prévues dans le marché, mais également effectivement à devoir assumer le coût de l'entreprise qui prend votre relais pour effectivement réaliser ces travaux. Deuxième chose, une des nombreuses choses que vous avez dites bien sûr sont importantes, mais ça c'est vraiment des choses sur lesquelles j'attire vraiment votre attention parce que c'est vraiment des sujets très très épineux et qui reviennent systématiquement dans le cadre des procédures qu'on a à gérer. Donc c'est vraiment très très important. Et je rebondis aussi là-dessus, notamment par rapport aux courriers que s'échangent les différents parties. Quelle est la valeur de ces courriers? Comment est-ce qu'on peut se prémunir en disant moi j'envoie un fax parce que justement le chantier a pris du retard, je lui ai fait un mail, etc. Comment justement rendre ces courriers, en tout cas que ces courriers puissent être un commencement de preuve ou en tous les cas jouer juridiquement? Alors la première des choses, c'est qu'il faut les faire. Et c'est une évidence, mais je pense que dans la pratique, lorsque on est pris par le stress, par la gestion du chantier ou des chantiers, parce qu'on n'en a pas qu'un la plupart du temps, on omet effectivement d'acter tous les échanges qui peuvent se faire par voie effectivement téléphonique ou en direct. Et ça, c'est capital. Alors ensuite, lorsque nous on prend le dossier au contentieux, bien sûr on peut faire feu de tout bois et qu'on peut notamment prendre en compte, et les juridictions le font de plus en plus, un échange de mails est important. On prend l'évolution de la pratique, c'est effectivement bien sûr d'intégrer le maximum de modes de preuve pour refléter effectivement l'accord des parties. Donc il faut écrire par recommandé mais pas nécessairement, idéalement par un moyen qui réserve en fait une preuve de la connaissance par votre interlocuteur et de la réception de ce message. Donc si c'est un mail, c'est avec un accusé de réception, c'est-à-dire un avis de lecture, la preuve que votre interlocuteur a ouvert ce mail. Si c'est un fax, il faut le récépissé et on est amené à le produire. C'est la preuve effectivement que l'entreprise ou quand l'interlocuteur a bien reçu ce fax. S'il y a répondu, il n'y a pas de débat, mais s'il n'y a pas de réponse, ça peut effectivement faire débat. Alors j'aimerais qu'on vienne sur un point qui me semble important aussi pour le vivre au quotidien, la conciliation justement dans ce cadre-là. Je sais qu'il y a une loi qui va être effective la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors très sommairement, c'est effectivement un texte qui est en date je crois du 1er octobre dernier et qui va entrer en vigueur au 1er décembre et qui s'inscrit dans l'optique du législateur bien sûr de favoriser au maximum la conciliation et l'accord entre les parties. On dit souvent qu'un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès. Je laisserai effectivement les avocats à leur rêve au sujet de ce précepte, mais il faut être très clair et c'est vrai, souvent les contentieux prennent du temps, lorsque l'enjeu le justifie c'est très bien. Il n'est pas toujours justifié et c'est vrai qu'on favorise de plus en plus effectivement des conciliations qui sont maintenant effectivement favorisées au niveau commercial et devant toutes les juridictions, et notamment effectivement dans le cadre d'expertise. Et c'est très important dans le sens où lorsqu'il y a une expertise pour effectivement essayer de déterminer l'état des malfaçons, l'état d'abandon du chantier par exemple, on se retrouve autour d'un homme de l'art et c'est parfois plus facile effectivement de discuter avec un homme de l'art qui va dire sommairement vous n'avez pas fait votre travail, là il y a eu un manquement. Et on réserve effectivement au magistrat la possibilité, dans le cadre de cette expertise par exemple, d'acter un accord entre les parties qui aura une force effectivement contraignante. Et qui mettra un terme, c'est surtout important, aux différends et qui permettra à chacun de passer à autre chose sereinement. D'accord, donc je tenais aussi à ce que ça soit dit parce qu'on a régulièrement le cas et la conciliation souvent effectivement, on le met d'ailleurs dans les termes de la conciliation, c'est autorité de chose jugée. Ah tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc c'est important de le rappeler. Alors on va terminer là-dessus parce que le temps passe vite et que le sujet est intéressant. Sur la sous-traitance, je voudrais juste qu'on y